Un corps affaibli par une maladie qui l'a pendant longtemps rongé et que la médecine peine à guérir. Une maladie qui ne dit pas son nom, mais dont l'incubation avance et se développe sans une réelle présence d'un agent pathogène, mais qui présente cependant des symptômes inquiétants. C'est l'image de la justice congolaise qui exige un diagnostic méticuleux et une autopsie réelle de fond afin de relever les failles qui la gangrènent pour mieux la guérir. Voilà le but de la tenue des travaux des États généraux qui s'ouvrent ce jour, réunissant plus de 3500 participants venus de divers horizons. Ils vont réfléchir sur le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ?» La justice congolaise malade, comme l'a sans cesse dénoncé le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, se dit fier d'organiser, sous le haut patronage du magistrat suprême, et tient mordicus au redressement et au changement de ce secteur, qui est une question de volonté politique voulue par le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême. Qu'en est-il de la justice en RDC? 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Pour le président de la République, ce forum est un événement crucial qui offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son bon fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures en Proverbe 14, verset 34, la justice fait la grandeur d'une nation. Aux magistrats et autres acteurs judiciaires, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les exhorte à préserver et à travailler sans relâche pour l'efficacité et la crédibilité de notre système judiciaire. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du bien indu. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement de plus, mais plutôt avec un plus et qui se démarque par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui en découleront, a conclu le chef de l'État. L'abbé Kaniki, délégué des victimes du chantier de l'aéroport Bipemba à Mbujimaï, reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a fait part des desiderata des habitants des avenues Dodoma et Congo dont les maisons ont été démolies. C'était le 29 octobre dernier. Ce drame aurait pu être évité. Pour les besoins du chantier de modernisation de l'aéroport de Bipemba à Mbujimaï, 800 maisons ont été détruites et leurs propriétaires expulsés de manière violente hors de la concession de la RVA. La fin, même légale, ne peut pas justifier les moyens employés. Voilà pourquoi ce mardi 5 novembre au soir, l'abbé Théo Kaniki est venu plaider la cause des victimes auprès du chef de l'État. Il y a un projet noble qui est celui de la modernisation de cet aéroport. Donc il revêt sa belle robe, qui soit modernisé comme un aéroport international. Un bon projet
mais il y a eu des dérapages, ce qui n'a pas plu à ces habitants qui aujourd'hui sont exposés aux différentes intempéries. Et comme pasteur, j'ai pris la décision de venir rencontrer personnellement les chefs de l'État. J'ai transmis au président de la République les desiderata de cette population et 3 solutions ont été trouvées à court terme, à moyen terme et à long terme. Le gouvernement va dépêcher la ministre des Affaires sociales dans le prochain jour sur place à Mbuji-Mayi pour rencontrer la population et leur apporter le réconfort de l'État congolais. En même temps, il y aura aussi une commission qui sera constituée, qui doit travailler en accord avec les victimes de démolition de maisons. Et le président a promis qu'on va indemniser tous les habitants des avenues Zaïre et Dodom. La voix des sans-voix de Mbuji-Mayi retourne dans son fief avec une note visiblement satisfaisante à l'issue des échanges avec le premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Sénat a tenu hier sa toute première conférence des présidents de la 4e législative qui a adopté l'avant-projet du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre. Le bureau du Sénat, sous la conduite de son président, l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge, a tenu ce mercredi 6 novembre 2024 la toute première conférence de président de la 4e législature, comme l'avait promis le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement lors de l'installation officielle de membres de bureau des commissions permanentes et du comité de conciliation et arbitrage le week-end dernier. La rapporteure de la Chambre des sages, l'honorable Nefertiti Gundianza, évoque la matière traitée au cours de cette première conférence de président. Je dirais simplement que nous l'avons tenu parce que nous sommes sortis d'une longue procédure de constitution de tous nos organes. Et voilà que maintenant, comme nous avons mis en place nos commissions permanentes, et voilà aujourd'hui, nous avons pu organiser notre première conférence des présidents. Et ce que je pourrais dire en somme, c'est que nous avons eu à adopter l'avant-projet du calendrier de travaux de notre session ordinaire de septembre 2024. La plénière se tiendra après pour que ce projet que nous allons présenter à l'Assemblée puisse être adopté. Et c'est alors que les dés seront lancés pour que nous puissions finalement commencer le travail pour lequel nous avons été élus. Selon les dispositions pertinentes des articles 74 et 75 du règlement d'ordre intérieur de la Chambre haute du Parlement, la conférence des présidents est l'organe de concertation de cette Chambre. Avec la tenue de cette première conférence, le Sénat se lance pleinement dans les activités de la 4e législature. La République démocratique du Congo, félicitée par le président vénézuélien pour avoir participé au Forum mondial parlementaire de lutte contre le fascisme et les néofascistes et ses expressions similaires. Nos envoyés spéciaux à Caracas nous fait également dire que la République démocratique du Congo et le Venezuela s'engagent à réchauffer les relations diplomatiques parlementaires. C'est ce qu'il faut retenir des échanges que le premier vice-président du Sénat a eu avec le président de l'Assemblée nationale du Venezuela. La coopération parlementaire entre la RDC et le Venezuela, un des sujets au centre des échanges entre le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, et Jorge Martinez, président de l'Assemblée nationale du Venezuela. Lors de la réunion bilatérale, les deux personnalités ont réaffirmé leur engagement de réchauffer les liens diplomatiques parlementaires entre les deux pays. L'occasion était aussi pour le premier vice-président du Sénat de rappeler l'importance du thème débattu au Forum mondial parlementaire à Caracas sur la lutte contre le fascisme, le néofascisme et ses expressions similaires, considérées comme crimes contre l'humanité. Ce nouvel ordre mondial continue, selon José Kalala, d'endeuiller des milliers de personnes à travers le monde, avec pour conséquence des déplacés massifs et 80% des populations qui demeurent toujours dans la pauvreté. À l'instar de Venezuela, José Kalala a fait un lien avec la guerre d'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Il a saisi également l'opportunité pour saluer la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort
efforts pour le retour d'une paix durable dans l'Est de la RDC. De son côté, Yoweri Rodriguez, président de l'Assemblée nationale du Venezuela, a remercié son hôte pour la participation de la RDC à ce grand rendez-vous qui a reçu plus de 700 participants, un forum qui a permis de sensibiliser le monde, de lutter contre l'impérialisme. Et pour sceller cette amitié, une statue, symbole de courage, de lutte et de liberté, a été remise au premier vice-président du Sénat. Juste après, José Kalalawa Kalala a été reçu par le président vénézuélien Nicolás Maduro Moros, qui a félicité la RDC pour sa participation à ce forum international de haut niveau et son rôle qu'elle devra désormais jouer dans le renforcement du dialogue parlementaire mondial pour soutenir les causes justes et promouvoir les valeurs de liberté et de démocratie. Tripartite RDC, Rwanda, Angola, eh bien, le mécanisme de vérification ad hoc a été lancé depuis mardi à Goma. Le mécanisme de vérification ad hoc renforcé, MVAR, a été lancé mardi à Goma en présence des ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola, modérateur du processus de Luanda. Cet événement qui s'est déroulé à la grande barrière de Goma, frontière entre Kinshasa et Kigali, est une concrétisation d'une décision prise au cours des dernières réunions ministérielles de Luanda. Il avait été décidé l'élargissement du mécanisme en le renforçant en vue de vérifier de manière efficace et efficiente les allégations réciproques d'agression et de veiller à l'application stricte du cessez-le-feu tout en supervisant la mise en œuvre du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et le désengagement des forces rwandaises. 18 officiers angolais, 3 officiers congolais et 3 officiers rwandais composant ce mécanisme tripartite ont été présentés officiellement aux personnalités présentes à la cérémonie. Notre réunion d'aujourd'hui n'avait qu'un seul objectif, mettre en œuvre une décision que nous avons prise de renforcer le mécanisme de vérification ad hoc que vous connaissez déjà, qui était déjà là en fonction. Thérèse Kaikwamba Wagner a précisé que cette initiative est un pas important dans ce processus de paix et de protection des populations civiles et une manière efficace de mettre chaque acteur face à responsabilité. Avant de se rendre au lancement du MVAR, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, a tenu à rendre hommage aux victimes des crimes de l'agression rwandaise tombés lors du dernier bombardement de Mugunga, parmi lesquels l'on a dénombré de jeunes enfants. Elle s'est donc rendue au cimetière Génocos de Kibati, situé à 15 km des positions du M23, où elle a reçu un briefing du coordonnateur Grand Est du FONAREV, Hugo Boudaro. La République démocratique du Congo a des atouts à faire valoir dans le domaine de l'éducation. La gratuité de l'enseignement de base, ce sujet a été au cœur du partage d'expériences entre parlementaires des États membres de la CIRGL à Kampala. Les domaines de l'éducation au cœur des discussions à la réunion des États membres de la CIRGL en Ouganda. Indistinctement, chaque système éducatif était sur la table de réflexion pour la recherche de points de convergence pouvant servir à des éléments d'intégration régionale, et la délégation de la RDC à ces assises a été conduite par le député national Boniface Kabanda Matanda, élu de Luisa dans le Kasaï central. Une minute de silence a été observée sur demande du député national Boniface Kabanda en mémoire des victimes de l'agression rwandaise avant la présentation du programme phare du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui porte sur la gratuité de l'enseignement avec comme effet d'entraînement l'augmentation du taux de scolarité en RDC. C'est ce qui est très important. Qu'est-ce que nous devons avoir comme programme d'enseignement? Chers experts, nous nous relions sur deux choses. Je suis juriste, j'ai un doctorat en droit, mais je suis aussi enseignant d'université. Mais pourquoi nous formons? Pour avoir, dans un pays 100%, mais pour avoir 80% de chômeurs après les études. Alors pourquoi avoir retenu les enfants pendant 18 ans, les former pour devenir chômeurs? C'est ça la question importante. On aurait dû reprendre quel est le programme que nous devons enseigner pour atteindre quel objectif. C'est ça la primauté. Ceci a permis à l'élu de Luisa de formuler une demande sur la réorganisation de l'enseignement, l'examen de certaines difficultés ainsi que la promotion de la science et de la technologie
pour le développement durable au sein de la CIRGL. L'AFEC et l'ARSP se sont mis d'accord sur la mise en application de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. La sous-traitance est un pilier essentiel de notre économie, touchant des secteurs stratégiques comme l'industrie, les mines, les télécommunications, la construction, l'agriculture et bien d'autres. Avec la signature des guides sectoriels, la Fédération des entreprises du Congo, représentée par son président Robert Malumba, et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP, représentée par son directeur général Miguel Cachal Katem, vont poser des actes avec précision dans différents domaines. Ces documents déterminent le champ d'application de la nouvelle loi sur la sous-traitance en RDC. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour avec le travail qui était fait par nos experts pour qu'on signe de manière officielle pour lancer le message aux opérateurs économiques et aussi la structure étatique qui est l'ARSP, que maintenant nous parlons le même langage. L'élaboration de ces guides est le résultat d'un travail conjoint des experts de la FEC et de l'ARSP. Aujourd'hui, nous sommes éclairés et tout le monde est éclairé au travers ces guides sectoriels et nous avons défini les champs d'application de chaque secteur en République démocratique du Congo et nous pensons que tout c'est dans l'intérêt du bon climat des affaires parce que qui dit climat des affaires, c'est que les opérateurs économiques doivent très bien comprendre la loi en question et les champs d'application de cette loi. C'était en présence du directeur des cabinets du ministre de l'Industrie, Clément Mouchingizi. Question de démontrer l'implication du ministre dans l'application de cette loi sur la sous-traitance. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a désamorcé la grève déclenchée à Kinshasa par le travailleur du secteur de commerce. Des échanges francs ont permis au ministre d'analyser leurs revendications. Alerté sur le déclenchement ce mercredi 6 novembre 2024 d'un mouvement de grève des travailleurs du secteur de commerce, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa-Nametou, a immédiatement quitté momentanément son bureau climatisé pour effectuer le même jour une descente surprise vers le marché central, précisément au croisement des avenues du commerce et de Marais, où il a trouvé les travailleurs du secteur de commerce réunis en assemblée générale. Ces employés grévistes ont saisi cette opportunité pour présenter au patron de l'emploi plusieurs plaintes relatives aux mauvaises conditions du travail en violation du code du travail par leurs employeurs, pour la plupart des expatriés chinois et autres indo-pakistanais. Il s'agit entre autres de la modicité des salaires, la non-indexation des salaires au taux du jour, le non-respect des heures du travail et l'absence de clarification des emplois dans leur secteur, ainsi que l'absence des contrats au profit des services privés de placement communément appelés la sous-traitance qui les gère. Réagissant à toutes ces doléances des travailleurs, le ministre Akwakwa-Nametou, qui tient à la protection de la main-d'œuvre nationale, a annoncé 3 grandes décisions. Je suis venu ici conformément à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que les Congolais travaillent et qu'ils soient bien payés. En ma qualité de ministre d'Emploi et Travail, j'ai suspendu toutes les activités de services privés de placement œuvrant dans les secteurs de commerce sur toute l'étendue du pays. La législation du travail veut que chaque employé qui travaille dans une entreprise signe un contrat de travail. Enfin, le ministre de l'Emploi et du Travail a terminé sa communication par l'annonce de l'existence d'une commission chargée d'actualiser les SMIG qui devrait terminer ses travaux dans les tout prochains jours. Le ministre Ephraim Akwakwa a demandé aux grévistes de reprendre le travail, question de préserver la paix sociale.
Autre chose à présent, le deuxième vice-président de la CENI, Didier Manara, participe au programme électoral américain initié par la Fondation internationale pour le système électoral. Aux côtés de sa délégation, Didier Manara prend part à une mission d'observation organisée par les autorités américaines composées de près de 200 représentants d'organes de gestion électorale, de la société civile et des médias. Après la visite de plusieurs bureaux de vote dans le cadre de cette mission, Dr Manara a partagé ses impressions. Ici, le système électoral est fortement décentralisé. D'abord, la décentralisation concerne l'administration électorale, où chaque État est responsable des équipes qui gèrent les élections, mais également au niveau des scrutins. Le mode de scrutin n'est pas le même dans tous les États. Chaque État a ses propres règles pour gérer ces élections. Il a également noté l'atmosphère calme observée sur les lieux de vote. Nous avons remarqué qu'avec le registre de la population, les électeurs peuvent s'enregistrer même le jour du vote. Nous avons également remarqué qu'il n'y a pas d'engouement. Tout est serein, tout est calme, tout est apaisé. Le deuxième vice-président a aussi observé certaines similitudes avec le processus électoral en RDC. En matière de leçons apprises, Dr Manara a souligné l'importance d'un registre national de la population. Le pays doit faire des efforts pour avoir le registre de la population, mais sinon pour le reste, tout ce que nous faisons en RDC, c'est un très bon processus électoral. Et nous pensons qu'il y a eu un lieu vraiment que nous puissions améliorer notre tir. Au cours de ce programme, Dr Manara a participé à diverses sessions de formation portant notamment sur le système électoral américain, les enjeux de l'intégrité de l'information, le rôle de l'intelligence artificielle dans la liberté d'expression, la confiance dans les élections, l'usage de la technologie électorale, machine à voter, ainsi que les mécanismes de vote à l'étranger par correspondance et l'engagement des citoyens, particulièrement des jeunes en politique. Dans le cadre de la campagne d'éveil patriotique des jeunes de l'Ituri, le gouverneur militaire de cette province a exhorté la jeunesse à ne pas intégrer les groupes armés. Les jeunes de l'Ituri sont appelés à prendre leurs responsabilités en main car l'avenir de cette province repose sur leurs épaules. C'est dans ces termes que le gouverneur militaire de l'Ituri s'est exprimé aux jeunes de Bounia lors du lancement de la campagne sur l'éveil patriotique en Ituri pour le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni. Cette catégorie sociale doit s'opposer à s'enrôler dans les rangs de groupes armés qui ont ouvert plusieurs centres d'entraînement en Ituri. Dans notre province aujourd'hui, il y a des recrutements et il y a des centres de formation. Et toute cette jeunesse qui est présente ici le sait. Si cette jeunesse ne le sait pas, voilà une occasion pour qu'elle soit informée. Il y a des centres d'instruction à Bini, à Boua, il y a des centres d'instruction vers Arou, à la frontière. Et tout cela pour faire quoi? Pour permettre aux étrangers de venir s'accaparer de notre chère province. Il y a une réponse que cette jeunesse qui est ici présente, une réponse qu'elle doit donner à ce recrutement-là, à cette formation, à cette manipulation, pour que cesse à jamais cette violence. Et cette réponse est bien trouvée. Elle est bien trouvée parce qu'aujourd'hui, on va parler du patriotisme. Et donc, je me rends compte qu'au niveau stratégique, que ce soit le président de la République, que ce soit Madame la Première ministre, vous avez compris et vous avez répondu à l'appel de cette jeunesse parce qu'elle est consciente. L'approche non militaire imprimée par le gouverneur militaire à cette période de l'état de siège s'inscrit dans la vision du commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En Ituri, il est enregistré des résultats palpables sur le terrain où certains membres de groupes armés ont adhéré au processus de paix en remettant les armes, facilitant la reprise des activités socio-économiques en territoire de Djougou et d'Irumu. En
On va parler santé pour vous signaler la tenue ici à Kinshasa du 7e congrès de registre congolais de traumatologie qui a vécu dans la capitale congolaise. Au cours de ces assises, il était question de partager des expériences pour assurer une bonne prise en charge des personnes traumatisées. D'un congrès à un autre, ce sont des activités qui se succèdent. Après le congrès de l'Association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'UNIKIN, AFMED, le 7e séminaire du registre congolais de traumatologie Recotrauma a pris place. En organisant ces assises qui traitent de la question des personnes traumatisées, avec comme thème principal de ces séminaires pour cette année l'optimisation de la prise en charge des traumatisés graves en RDC. Bien avant la présentation du sujet, le président de cette structure, les Recotrauma, professeur John Nsiala, a réservé une mention de gratitude au chef de l'État pour son intérêt accordé à la gratuité de la maternité, matérialisée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale dans le cadre de la couverture santé universelle. Pour bien étayer ce thème, plusieurs exposés de haute facture étaient mis en contribution en démontrant la valeur de la prise en charge des traumatisés congolais. Des séances, pratiques et échanges d'expériences étaient plus expressifs et édifiants. Le président du Recotrauma et son secrétaire Martel. La couverture santé universelle ne va pas s'arrêter aux soins de maternité. Il sera élargi. On ne connaît pas encore le délai aux soins d'urgence aussi, et qu'il faudrait faire appel à l'expertise de Recotrauma qui s'occupe déjà de traumatisés graves dans toute la ville de Kinshasa. Doit-on soigner quelqu'un de démuni, sachant que l'hôpital risque de perdre? Est-ce que le patient démuni n'a pas droit en tant qu'être humain à être soigné? C'est toutes ces questions éthiques sur lesquelles nous avons essayé de réfléchir ensemble cette fois-ci. Il est de noter que le patron de ce secteur de la santé a reconnu l'impact de cette structure dans la couverture santé universelle. Le comité national de pilotage de l'année bienheureuse à Noarit et la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale organisent la semaine à Noarit. Sous le haut patronage de la première ministre Judith Souminois, le comité national de pilotage de l'année bienheureuse à Noirité, Nengapeta et la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale ont solennellement lancé ce mardi 5 novembre au siège de la conférence épiscopale du Congo la semaine à Noirité, conformément à l'appel des pères évêques pour une appropriation au premier degré de la cause par la notabilité de la Grande Orientale ainsi que par les parties prenantes. Nos remerciements s'adressent aux institutions de la République, plus particulièrement à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Trouve également ici l'expression de notre profonde gratitude, car sous sa supervision, les travaux préparatoires primature et comité national de pilotage balisent la voie pour une commémoration digne de ces jubilés. Je saisis cette occasion pour remercier la conférence épiscopale nationale du Congo pour cet appel à la conscience qui trouve écho ce jour. Cette rencontre a connu la participation de Monseigneur Donatien Cholet qui a exhorté cette communauté à la culture des valeurs. D'imprimer une dynamique d'appropriation de la cause de l'humanité à l'échelle nationale et de mobiliser les fonds nécessaires pour la construction à Silo d'un sanctuaire national en son honneur. À noter que la questeur adjointe de l'Assemblée nationale a rehaussé de sa présence à cette réunion. Ça fait la fierté, et non seulement de la Grande Orientale, mais du pays en général, parce qu'elle a incarné des valeurs que toutes les autres femmes, filles et fils de la Grande Orientale, et surtout de la nation. Dans l'entretemps, la dynamique des leaders politiques de la Grande Orientale met les bouchées doubles pour la réussite de l'année consacrée à la bienheureuse Noirité. Nengapeta. Fin de ce journal réalisé par Mamita Bangoulou et Papi Guinamao. L'équipe technique était composée d'Emile Zola, Jerry Mawassa, Joël
Piangou, Redin Poi et Alain Ngalia en leur nom. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité en langue française, c'est à 13h30.